Avec Patrick Artus, conseiller économique de la société de gestion Osia, mais qui a publié Quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde chez Odile Jacob. Jean-Hervé Lorenzi, le président de l'association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, co-auteur d'un monde de violence et après, 14 propositions pour éviter une crise mondiale. Chez Erol, Philippe Manière, le président de Vaesolis Communication, qui est l'auteur du Pangolin et l'ISF, Comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Too big to sail. Vive la dette. Le problème de ces prises de position sur la dette, c'est qu'on... Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Quand j'écoute Patrick, je me dis, finalement, on n'est pas si exposé que ça. Et notre dette est tellement omniprésente au sein de la zone euro que finalement, c'est assez difficile d'imaginer s'en séparer et d'imaginer que le pays qui la détient puisse se retrouver peu ou prou en situation de défaut. Non mais moi je ne crois absolument jamais au this time is different. C'est-à-dire que d'habitude, oui, ça se passe toujours comme ça, mais là, non, ça se passera autrement. Ça n'existe pas. Il y a des mécaniques. Alors, la France n'est pas la Grèce, mais il y a tout de même un point commun, c'est, rappelez-vous, la Grèce, juste avant que tout le monde en vende, tout le monde en voulait. J'ai des gens pour qui j'ai beaucoup de respect sur les marchés qui disaient la Grèce c'est délicieux, j'ai la sécurité de l'euro et j'ai une rémunération beaucoup plus élevée. Philippe, la Grèce a révisé son déficit public qui était maquillé de 3 à 12% du PIB. Je sais bien. Il y a eu un petit choc quand même. Je sais bien, mais je n'exclus pas qu'on puisse avoir un choc, pas forcément le même, mais de ce type. Typiquement, tu disais tout à l'heure que tu pensais qu'on allait avoir un budget voté et que les investisseurs était très optimiste sur le fait qu'on aurait un budget qui réduisait la dépense publique et le déficit. Personnellement, je suis extrêmement dubitatif. Si on a un ou deux gouvernements qui chutent, une dissolution qui débouche, hypothèse théorique, sur la réélection d'une assemblée également insusceptible de voter des textes, personnellement, je serais un investisseur étranger, je commencerais à m'inquiéter. Donc, l'idée que quand même on est différent, ça ne sera pas pareil pour nous que pour les autres, moi j'achète pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on bénéficie, ça a été dit à juste titre par Patrick, un peu d'un parapluie. C'est comme les Allemands qui ont la meilleure dette, à part évidemment les gens encore plus vertueux que les Finlandais, les Autrichiens, mais qui ont une toute petite dette rikiki avec laquelle on peut pas se nourrir avec ça. Voilà. On est, nous, l'investissement de substitution, la bonne grosse OAT, c'est... Pardon pour ce jargon, c'est le proxy du Bund le plus abondant. Bon. Mais c'est exactement ce que vient de dire juste avant la pause. Les Allemands qui n'émettaient plus, ce qui rendait les Français très désirables si on voulait avoir du quasi-allemand, vont réémettre. Donc à partir de dans pas longtemps, passez-moi l'expression, on va avoir de la vraie bonne dette allemande en grande quantité. Qu'est-ce que vous voulez vous embêter avec de l'OAT si vous avez de la vraie bonne dette allemande? Alors bien sûr, nous on rémunère un petit peu plus. Mais là je reviens sur ma métaphore grecque. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut n'être rémunéré que 71 points de base de plus sur l'OAT que sur le Bund, sachant que le pays peut objectivement faire faillite, alors que la faillite de l'Allemagne est assez peu probable. Vu la montagne d'épargne financière liquide, le défaut français est peu probable. Le défaut français, si on n'arrive pas à voter un budget qui réduise le déficit d'ici à la fin de l'année, ce qui est une hypothèse raisonnable, je le maintiens. Si motion de censure, la BCE, l'Union européenne nous mettent en garde, mais qu'on n'est pas fichu de voter, on peut avoir quasiment un phénomène à la Troïka. La France, si elle ne peut pas s'en sortir seule, on aura, pas de la faillite au sens littéral du terme, mais on aura des braves gens qui viendront nous tenir la main et nous expliquer comment on taille dans la dépense. Ça n'arrivera pas forcément, j'espère que ça n'arrivera pas, mais cette hypothèse ne peut pas être considérée comme absurde. Donc, moi je dis... Attention, les 6 mois qui se passent là, qui vont arriver là, sont assez casse-gueule pour nous parce que la bonne dette allemande arrive et parce que la dette française est de moins en moins bonne par comparaison. Je suis en fait totalement d'accord avec vous. J'ai essayé d'entrer dans la contradiction pour le principe, mais je pense qu'effectivement, penser que ça n'arrive qu'aux autres, regardez le 9 avril, petite pression sur la dette US. Cette fameuse dette absolument inaliénable qui fait rêver le monde entier, on va y venir. Un mot sur la dette française avant de faire de la dette US. Entre 2007, nous avons eu une crise de la dette privée aux États-Unis, puisque c'est au début une crise de la dette privée, que nous avions pris des résolutions mondiales terrifiantes, les Solva 2, les BAL 2, les BAL 3, tout ceci, pour voir la dette mondiale privée et publique exploser. Donc, je veux dire, nous ne sommes pas les seuls qui manquent de vertu dans cette opération. On va parler vraisemblablement des États-Unis. Dette privée, Jean-Hervé, là, mais on parle de dette publique. Non, pour moi, la dette privée et la dette publique, je rappelle juste que 2007-2008, et côté américain, c'est dette publique, dette privée, pardon, et côté, c'est des dettes privées. Et côté Europe, c'est la dette publique. Donc, en réalité, les dettes ne sont pas très différentes. Je rappelle aussi que nous avons une épargne financière en France qui est de 6 000 milliards d'euros et que
ça signifie que pour tomber en faillite, ça veut dire qu'on ne peut pas payer, on ne peut pas rembourser. On a quand même. Mais les 6 000 milliards, on va aller les pomper pour rembourser. Privé. Mais pardon. Je ne dis pas ça. Ah oui, il y a quand même un droit de propriété défendu par la Constitution. Oui, mais il y a des textes de loi, Philippe, disponibles qu'on peut activer. Ils peuvent piquer voilà. Mais de toute façon, piquer, ça s'appelle l'impôt. Ce que je veux dire, c'est que je suis Patrick pour je suis Philippe pour créer le climat qui fait que ces 40 milliards de réduction de dettes, que ce budget soit voté. Moi, je pense qu'il sera voté en fin de parcours. Personne ne prendra le risque. Les montants aujourd'hui. Personne ne prendra le risque aujourd'hui d'aller vers une dissolution, une nouvelle dissolution. Oui, mais ça, c'est une opinion. Cher Nicolas. Mais cela étant, les investisseurs étrangers, parce que 55% de la dette est détenue par des non-résidents. C'est uniquement 30% aux États-Unis, donc c'est une dette beaucoup plus domestique. Se contenterait de l'assurance que le taux d'endettement de la France va se stabiliser, et si même c'est dans 10 ans, c'est pas grave. Mais parce que, de toute façon, comme Hervé l'a dit, le taux d'endettement de la France, il n'est pas extraordinairement élevé par rapport aux autres. Il est plus bas que l'Italie, il est plus bas que les États-Unis. Si on inclut les collectivités locales américaines, il est beaucoup plus bas que le Japon, etc. Si on continue à monter. Oui, mais si on stabilise le taux d'endettement à 120% du PIB ou à 125% du PIB, il ne se passera rien. Mais il faudrait. Ça veut dire qu'il faut retrouver un excellent. Et donc, il faut retrouver un équilibre primaire, en gros. Et donc, il faut réduire de 3,5 points de PIB le déficit public. Il y a un mauvais signe. Oui, mais si c'est fait en 10 ans, c'est faisable. J'ai été convaincu que, sur cette histoire de retraite, qu'ils allaient trouver un accord, qu'on allait trouver un accord. J'espère que le bon sens... On n'est pas sur des sujets qui correspondent à Verdun, entre le patronat et la CFDT, pour dire les choses comme ça. Je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup d'avancées positives et de compromis sur plein de choses que l'on pensait impossibles par rapport à ce qui reste aujourd'hui de bloquant dans la dernière ligne droite. Je ne comprends pas pourquoi, dans les 10 derniers mètres, tout le monde n'arrive pas à trouver une solution qui, quand même, aurait un impact sur l'ensemble des problèmes politiques, syndicaux et budgétaires français majeurs. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais on ne sait pas. Peut-être que ça va arriver. Peut-être aurons-nous une bonne nouvelle dans les jours qui viennent. Et puis, en plus, je reviens sur le problème d'endettement. Il n'est pas majeur. Il faudrait simplement que les dépenses publiques augmentent de 0,6 points de moins que le PIB pendant 5 ans. C'est quand même pas extraordinairement impossible. En théorie, c'est pas extraordinairement impossible. Mais regardez la difficulté que l'on a à tenir les engagements qui sont pris et la situation politique que décrivait Philippe, qui fait que sur chaque euro qui va faire un perdant, généralement, il y a une reculade pour éviter... Oui, mais quand on regarde les sondages d'opinion, les Français sont sensibles aux problèmes de dette publique. Oui, ça c'est la nouveauté. C'était pas le cas il y a 18 mois. Et en majorité, les Français s'inquiètent de la situation des finances publiques. Les Français ne sont pas plus volages que les autres. Les débats publics, tout le monde a oublié ce qui était la 4e République, mais c'était il n'y a pas si longtemps. C'était quand même un désordre beaucoup plus important que celui que nous connaissons aujourd'hui. Si, en plus il y avait une guerre, c'est compliqué. Oui, d'accord. Il y avait tous les 6 mois un changement de gouvernement. Et la France a réussi parce qu'elle est très résiliente aussi. On parle toujours de son caractère peu sérieux sur un certain nombre de sujets budgétaires. C'est un pays qui est très résilient par ailleurs. Voilà, donc j'avance. Nuançons le propos. On s'interroge. Alors, j'ai des invités, vous savez, ici, qui parlent de l'éventualité d'un moment Liz-Truss pour la France, y compris en 2025. C'est Romary Vaton qui nous avait argumenté ça. Bon. Faut-il s'inquiéter de la soutenabilité de la dette française ? Faut-il s'inquiéter de la soutenabilité de la dette américaine ? La suprématie absolue du dollar comme monnaie de réserve mondiale est-elle menacée ? Vous écrivez dans les Échos le retour de Richard Nixon. C'est le président américain qui, un peu sans prévenir, va mettre un terme à la convertibilité, à la parité entre le dollar et l'or, et il enterre le système monétaire de Bretton Woods. On connaît la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, la stabilité du dollar et son statut de monnaie de réserve est menacée ? Jean-Hervé Lorenzi. Non, je dis juste, je rappelle, parce que l'histoire est bourrée de chocs, de choses imprévues. La vie n'est pas du tout linéaire comme chacun le sait. Il se trouve que 71, c'était le 15 août 71, sans avoir prévenu qui que ce soit.
Nixon a constaté ce que les économistes n'arrêtaient pas de discuter, c'est-à-dire le fait que la création de dollars était sans contrôle, puisqu'il y avait, notamment à Londres, une sorte de machine à fabriquer de dollars, on appelait ça l'euro-dollar, qui était totalement incontrôlable. Et il prend ces décisions géantes, beaucoup plus importantes que n'importe quoi, de rompre ce qu'avait été l'accord de Bretton Woods, le fond de l'accord, qui mettait le dollar comme étant la monnaie de réserve, la référence, plus que la monnaie de réserve, la référence, la loi mondiale. Il décide de rompre ce lien entre l'or et le dollar, qui donnait une espèce de statut incroyable, puisqu'au fond, on revient tout à l'heure, Patrick disait on ne va pas revenir à l'or parce que ça n'a... Mais il se trouve que dans l'imaginaire mondial, l'or, c'est toujours... On ne va pas revenir à la page. Et on ne va pas y revenir. Mais il se trouve que dans l'imaginaire mondial, l'or, c'est toujours quelque chose, c'est le seul truc qui soit vraiment... qui peut durer jusqu'à la fin des temps. On a bien vu que l'once d'or était devenue la valeur refuge par excellence. Il se trouve que j'ai été frappé de voir à quel point... D'abord, les chiffres américains sont très impressionnants. Le budget qui va sortir est quand même très impressionnant sur son déficit et l'accroissement de la dette américaine, que le président Trump a évoqué la possibilité de, j'allais dire, en début de matinée, de changer tout, et dans l'après-midi, il a modifié tout simplement parce que le taux d'intérêt des treasuries devenait très... Ça, c'était le 9 avril, quand on décide le moratoire de 90 jours sur les menaces douanières. D'où l'idée qu'on est dans un monde qui est plus fragile qu'il n'y paraît. Moi, Trump, c'est juste l'expression d'une espèce de fragilité absolue et clownesque. Mais la réalité, c'est que le problème américain ne date pas de Trump, il ne fait qu'accentuer les choses. Et donc, je dis qu'à un moment ou à un autre, le problème de la dette américaine, qui n'a pas le même statut que la dette d'un autre pays, c'est la loi. C'est l'Organisation mondiale du commerce qui est frappée à travers l'organisation. Peut-être, comme on l'a vu en 2007, on a dit beaucoup que personne n'avait vu la crise arriver, qu'on peut avoir une crise de cette dette. Qu'est-ce qui peut en sortir? Je n'en sais rien. Ma conviction, c'est qu'il faut remettre à plat l'ensemble des dispositifs, et c'est vrai que ma conviction, c'est que l'UE est trop faible, que l'Europe ne fournit pas assez de liquidités au reste du monde, et que la dette américaine doit être stabilisée. Voilà les éléments de ce qui devrait se passer. Voilà une hypothèse, c'est tout. C'est juste... Patrick Gartus, par rapport à ces inquiétudes sur l'affaiblissement du dollar et le fait que ça pourrait être un choc. Alors, parce que moi, à Bretton Woods, on ne va pas y revenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a défait Bretton Woods? Qu'est-ce qu'on fait à la place de Bretton Woods? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a une grande différence entre la situation d'aujourd'hui et la situation de la fin de début des 70. Aujourd'hui, ce sont les actifs privés qui font la circulation internationale des capitaux. Et donc, les États-Unis se financent un tout petit peu par des émissions de dette publique, mais beaucoup par des ventes d'entreprises, des investissements d'entreprises, des ventes d'actions, etc. Et donc, ce qui pourrait... le problème, c'est qu'un pays qui a un énorme déficit public, qui n'a pas de déficit extérieur, ne peut pas être en crise. Donc, c'est le déficit extérieur qui fait la crise. Oui. Et la fragilité des États-Unis, ce n'est pas sa dette publique. C'est la fragilité la fragilité de l'attractivité des États-Unis pour les capitaux privés. Est-ce que les entreprises mondiales vont continuer à s'implanter aux États-Unis? Est-ce que les investisseurs mondiaux vont continuer à acheter des actions américaines? C'est ça les vraies questions. Pour ça, il faut avoir un dollar fort et pas un dollar faible. Et alors, pour avoir ça, il ne faut pas sabrer dans les budgets de la recherche publique et des universités, parce que ça va décourager les investissements dans la technologie américaine. Et donc une plus grande inquiétude que le déficit public, c'est, par exemple, la politique de Trump vis-à-vis des institutions publiques de recherche et des universités. Ça, c'est une vraie menace sur les États-Unis, parce que ça menacera l'attractivité des États-Unis pour les non-résidents. Et donc, je crois qu'on ne sait pas, mais ce que j'attends, c'est pas forcément une crise du dollar ou de la dette publique des États-Unis, c'est par exemple une crise du marché des actions américaines. Les actions américaines sont extrêmement chères, et il peut y avoir un découragement avec des mauvaises nouvelles sur l'IA, des mauvaises nouvelles sur l'arrivée de chercheurs étrangers ou d'étudiants étrangers. Et donc, il ne faut pas se concentrer sur simplement la dette publique des États-Unis. C'est un problème global d'attractivité.
votre certitude, de toute façon, c'est que la suprématie du dollar n'est pas menacée parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et alors, le dollar, on se concentre sur les réserves de change, mais il faut regarder le poids du dollar dans les émissions obligataires, dans les transactions du marché des changes, dans la facturation du commerce. Ce poids du dollar global augmente aujourd'hui. Puis il n'y a pas de substitut. Quand au début, après la Première Guerre mondiale, quand le dollar a remplacé la livre sterling, d'abord, il y avait des usages publics, c'était des flux de capitaux du secteur public, et puis il y avait l'économie américaine, qui était qu'est-ce qu'on va faire? On va pas prendre le renminbi pour des raisons politiques, on va pas prendre l'euro parce qu'il n'y a pas d'euro. En réalité, il y a plein de pays avec des dettes différentes, des régulations différentes. Mais juste un mot. Comment va se traduire, alors ma question, mais peut-être moi je verrai ça d'en dessous, je parle peut-être 10 ans, 20 ans, mais comment va se résoudre le conflit de suprématie entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que il peut y avoir des aspects guerriers, des aspects de trait, ou une guerre des monnaies? C'est pas du tout impossible. Donc je suis pas sûr que la Chine accepte définitivement d'être une monnaie de seconde zone. Oui, mais le renminbi peut pas être une monnaie de réserve parce qu'il n'est pas convertible déjà. Oui, mais et que même sur la facturation du commerce, les Chinois n'arrivent pas à percer, de faire une monnaie de facturation. Je parle de 10 ans peut-être, mais je ne crois pas que les choses demeurent. Et puis non, mais ce qui est vrai, c'est qu'une fois que, d'ailleurs, ça vient d'être dit par Patrick, à la fin de la Première Guerre mondiale, la suprématie américaine apparaît très clairement dans l'économie, ce qui n'était pas vrai seulement 30 ans plus tôt. Et donc, évidemment, la monnaie américaine s'impose, c'est naturel. Donc, effectivement, moi je pense qu'on peut se dire que même si aujourd'hui ça paraît incroyable parce que le renminbi n'est pas convertible, parce que, etc., il y a un moment... on peut imaginer que la Chine est une monnaie qui joue un rôle bien plus important que le rôle qu'elle joue aujourd'hui, tout simplement parce que la Chine sur le terrain géopolitique et la Chine sur le terrain économique jouent un rôle très considérable qui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a seulement 5-7 ans en géopolitique et 20 ans en économie. Moi, la question que je me pose, je ne suis pas du tout spécialiste, comme vous l'êtes l'un et l'autre, de ces questions de position internationale, de monnaie, etc., mais la question que je me pose, c'est quel est l'objectif de Trump sur ce sujet? Parce que moi, je crois que Trump fait beaucoup de choses qui nous déplaisent énormément. Il considère qu'il faut affaiblir le dollar pour réindustrialiser. Il a beaucoup de mauvaises idées, etc. Mais l'idée... moi, c'est la question que je me pose. Je pense que oui, je pense qu'il pense qu'à juste titre que les Américains consomment trop, qu'il faudrait produire plus aux États-Unis, qu'une balance extérieure défavorable, durablement négative, c'est pas bon. Et qu'à ce titre, ce serait pas mal que le dollar baisse pour que le pouvoir d'achat des Américains soit plus faible, pour que des gens viennent s'installer aux États-Unis pour pouvoir exporter depuis les États-Unis. Enfin, il y a plein de raisons qui convergent en quelque sorte. C'est pas complètement compatible avec d'autres objectifs qu'il a d'impérium américain. Je ne suis pas certain que ce raisonnement soit le bon. Donc l'Amérique vit à crédit. Si on veut régler le problème d'un pays qui vit à crédit, l'érosion de la monnaie est quand même ce qu'on a trouvé de mieux. Rappelez-vous le joli temps de la dévaluation. C'est comme ça qu'on purgeait nos bêtises. Mais oui, mais si on dévalue le dollar aujourd'hui, on obtiendra l'inverse. Les États-Unis continueront à importer tous les biens et ils paieront plus cher. Donc ça, c'est absolument pas une solution. La solution, d'ailleurs, c'est Scott Bessent qui est le secrétaire trésor, et il a dit qu'il fallait un dollar fort, et il a raison. Il a un faux dollar pour importer des biens pas chers et pour continuer à attirer des capitaux qui sont attirés en partie. Moi, je crois qu'il a raison. Je pense que Patrick a raison, c'est le seul moyen pour que ça fonctionne. Et à mon avis, les premières si vous avez un déficit extérieur, il faut faire fondre votre monnaie. Il faut pas la... Mais non, mais ça c'était dans le monde d'avant. Dans le monde aujourd'hui, 70% des échanges commerciaux, c'est des chaînes de valeur internes aux entreprises. Les entreprises américaines ne vont pas défaire leur chaîne de valeur pour relocaliser aux États-Unis. Puis d'abord, il y a le plein emploi aux États-Unis, donc il n'y a personne d'embauchable. Et puis il y a des compétences de la main-d'œuvre absolument catastrophiques aux États-Unis, et donc c'est même pas relocalisable. La seule solution des États-Unis, c'est qu'ils continuent à importer des biens et qu'ils exportent beaucoup plus de services numériques. Et ça, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, parce que quand ils nous racontent qu'ils sont dans un déficit terrible, c'est uniquement les déficits vis-à-vis de l'Europe. Il y a que 50 milliards de dollars de déficit biens et services. Biens et services, parce qu'on leur achète presque autant de Netflix qu'on leur vend de Volkswagen. Tu as raison. L'atout de l'Amérique aujourd'hui, c'est d'avoir un dollar attractif. Oui, moi, pour moi, c'est l'interrogation que j'ai sur cette administration, parce que finalement, Scott Bessent dit ça, et en même temps, je vois bien ce que vous dites sur les chaînes de valeur, Patrick, mais malgré tout, il y a une grande partie des équilibres qui tient à une surconsommation américaine.
si le dollar fond, vous allez quand même avoir normalement moins de surconsommation américaine adressée à l'étranger. Enfin, pardon. Oui, mais le problème... Il y a un signal prix quand même. Il y a un moment, il y a une sensibilité prix en tout cas. Si vous avez un dollar qui faiblit vraiment, vous avez un phénomène d'inflation et ça pèsera sur le pouvoir d'achat. Voilà. C'est sûr. Mais ça a des vertus dans un pays qui est en déficit permanent. C'est ça que je veux dire. L'Amérique est un peu comme la France. Elle consomme trop et produit pas assez. Voilà. Mais la question que nous nous posons, c'est... Pour le moment, il y a un président des États-Unis. Il est fantasque, il est tout ce qu'on peut imaginer. Il est un danger. Mais ce qui est intéressant, c'est savoir ce qu'il pense. Qu'il a quand même une capacité d'intervention sur les sujets. Quand il parle, à quoi est-ce qu'il a le 9 avril, puisque vous avez de la gentillesse de rappeler que c'était le 9 avril. Le 9 avril, il est revenu en arrière sur l'idée que brutalement, il y avait quand même une perte de confiance il y avait une perte de confiance. Donc, vous savez très bien que quand tout d'un coup, vous prenez 30-40 points de base sur vos taux longs, c'est le juge de paix définitif qui met tout le monde d'accord en moins d'une heure. Donc, c'est le moment Liz-Truss. C'est le moment Liz-Truss. Là, oui, là, il y avait effectivement un peu péril. Donc, c'est de ça dont nous parlons. Oui. Dans son expression a quand même un impact sur les taux d'intérêt sur les taux longs, et je dis juste que pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être demain, parce que je suis toujours surpris du timing des choses, mais je dis juste que ce problème se trouvera posé parce que derrière, l'équilibre politique mondial rejoindra cette volonté de rééquilibrer les puissances mondiales. Est-ce que tout le monde sait qu'à un moment, les Chinois vont aller à Taïwan, tout le monde sait que... Enfin, je veux dire, le monde ne va pas rester tel qu'il est. Et comme il est quand même, ce que tu as dit Patrick, tout à fait, il est particulièrement curieux sur cette vision qu'il a de... C'est très, très curieux, cette vision qu'il a j'allais dire, du savoir intellectuel. Pour lui, c'est l'ennemi numéro un. Quelque part, c'est effarant. Personne ne sait jusqu'où ça va aller. Donc je dis, posons-nous cette question-là, qui n'est pas... Mais ça, c'est vraiment le risque. C'est le risque, c'est que progressivement, il y ait moins de chercheurs aux États-Unis, moins d'étudiants étrangers qui créent... 55% des licornes aux États-Unis ont été créées par des immigrés. Et donc, il y a une contribution considérable de l'immigration au développement du savoir et des entreprises américaines. S'ils font une croix sur ça, il y aura une crise, mais à nouveau, ça ne sera pas une crise uniquement de la dette publique, ça sera une crise essentiellement du marché des actions américaines. Vous vous posez des questions quotidiennement dans les notes rédigées pour OSIAM, Patrick Artus, et il y en a une que j'ai retenue parmi la liste, elle est immense. Qu'est-ce qui pourrait faire vaciller les marchés ? On voit apparaître un nouveau conflit au Moyen-Orient. Le pétrole ne bouge pas, voire étonnamment, il baisse. Et les marchés actions résistent. Tandis que c'est quand même une sacrée raison de se poser des questions sur l'équilibre global. Qu'est-ce qui pourrait faire vaciller les marchés ? En fait, c'est des mauvaises nouvelles aux États-Unis. Encore. Alors, on a parlé du long terme. Et ça, la désertion des étudiants étrangers, ça n'affectera pas la capacité d'innovation de ces étudiants à court terme. Je crois que ce qui peut faire vaciller les marchés, c'est la réalisation de ce que les investissements dans l'intelligence artificielle ne seront pas rentables. Les espoirs de gain de productivité liés à l'intelligence artificielle. Non, ce n'est pas les espoirs de gain de productivité. Le gain de productivité, c'est pour les utilisateurs de l'IA. Mais c'est les producteurs d'IA. Enfin, en gros, c'est les 7 magnifiques. Ces producteurs font 500 milliards de dollars d'investissement dans l'IA cette année. Hein. Et ils ont à peu près 200 milliards de revenus. Donc, pour l'instant, l'IA n'est pas rentable. Et je pense qu'il y a un vrai risque qu'elle ne soit structurellement pas rentable. D'une part, parce que les prix d'accès au langage, au LLM sont très faibles, et puis d'autre part qu'il y a surinvestissement parce qu'ils sont en concurrence. Alors d'habitude, il y avait de la concurrence sur le cloud, bien sûr, mais Apple faisait des téléphones portables, Amazon faisait des livraisons, Nvidia faisait des semi-conducteurs, et ils n'étaient pas en concurrence sur leur cœur business. Là, ils sont tous en train de surenchérir sur les investissements de l'autre. Donc on a une industrie de l'IA qui fait structurellement un surinvestissement, et donc soit il y aura des perdants, il y aura des gens qui auront mis leur argent et qui ne sortiront pas de produits, soit cette industrie ne générera pas la rentabilité. Donc il ne s'agit pas de l'efficacité de l'IA en termes de productivité. Mais de la rentabilité. C'est la rentabilité des énormes investissements qu'ils font dans l'IA. Bon. Moi, j'adore le débat sur, en tout cas, ce que l'IA va toucher. Entre Acemoglu qui dit c'est 10% des emplois, d'autres qui disent moins brillants, je trouve, qui disent c'est 40%. Personne n'a la queue d'une idée de ce que l'IA, qui est quand même
dans le langage courant maintenant permanent. L'IA, l'impact que ça pourra avoir, sûrement des gains de productivité, mais jusqu'à quel niveau? Et puis surtout que maintenant qu'on sait que l'utilisation des langages rend idiot. Hein. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle de la semaine, c'est quand même ça. C'est que l'IA, l'intelligence artificielle détruit l'intelligence naturelle. C'est quand même assez troublant. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, hein, bien sûr. Hein. Il y a des gains de productivité considérables, il y a des gains d'efficacité, mais oui, mais l'utiliser pour s'abstenir de réfléchir, c'est assez dangereux. C'est pas gagner, trouver le bon réglage. Moi, je voudrais quand même revenir un instant sur la question de Nicolas, parce que moi, je continue à être très troublé que les marchés financiers tiennent si bien. Enfin, franchement, on vous aurait dit il y a 2 ans et demi, il y aura une guerre très durable et dévastatrice en Europe. La Chine va ralentir puissamment. Il y aura une instabilité pendant plus d'1 an en France politique qui fait qu'il n'y aura pas de gouvernement, pas de parlement. Enfin, il y aura à la tête des États-Unis quelqu'un de spécialement fantasque qui menacera d'augmenter les droits de douane jusqu'à 100% tous les 2 jours en changeant tous les 3 jours de cible. Personne n'aurait imaginé que les marchés s'en sortiraient immunes. On a des marchés qui vont très bien et je trouve ça très troublant. Alors, c'est rien de le dire s'agissant des États-Unis, mais même en Europe, moi je trouve en Europe, c'est la contribution de l'industrie de l'armement. Hein. Oui, alors c'est vrai que l'armement a remplacé le luxe comme contribution, j'allais dire, de compensation de la dévastation du reste. Mais d'abord, l'armement, il faudrait quand même que ce soit décaissé, l'argent. C'est-à-dire pour le moment, c'est quand même un peu des fantasmes. Hein. On ne voit pas la queue d'un crédit militaire, pas grand-chose. Et d'autre part, oui, la guerre, ça a cette vocation positive de faire monter les marchands de canons en bourse. Enfin, normalement, ça a d'autres inconvénients et le solde net est plutôt négatif. Je n'ai pas le souvenir que dans les années 14-18 ou dans les années 39-45, l'économie se soit spécialement bien portée. 43, Philippe. 43, très belle année. La démographie remonte. 1943, où les États-Unis retrouvent le niveau d'activité de 1928. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, moi, je reste très étonné par ça. Pourquoi les marchés tiennent? Voilà. En plus, si on regarde... C'est le mot de la fin, on a terminé là. Mais si on regarde la politique monétaire, la Réserve fédérale fait une politique extraordinairement expansionniste. En réalité, ils refont du quantitative easing, ils recréent de la monnaie. Et donc, ils inondent les marchés de liquidités. En réalité. Alors ça va assez dans mon sens. Je pense qu'on va tout doucement dans le mur pour cette raison que c'est totalement de la drogue. Irrationnel. On va dans le mur pour quelle raison, Jean-Hervé Lorenzi? Simplement parce qu'on a des politiques, en fait, de banques centrales qui sont des politiques très accommodantes. Très accommodantes. Pas en Europe. Oui, en Europe, la politique de liquidité. Le nombre d'invités que j'ai eu qui considèrent que ce quantitative easing refera surface quoi qu'il arrive et que les taux zéro rebasculeront en territoire négatif, avec la Banque nationale suisse qui nous a donné un petit signal il y a quelques jours, ils sont nombreux. Bon, on a fini. Triste. Non, mais on a fini. On parlera des rencontres d'Aix. Enfin, j'ai une émission la semaine prochaine avant les rencontres d'Aix. Heureusement, cher ami. Et puis, de toute façon, vous savez que BFM... Pour ce Davos provençal. Non, mais les chiffres sont impressionnants en termes de nombre de participants physiquement présents, de personnes qui vont s'y connecter, de présence de think tanks venus du monde entier qui seront là. Et effectivement, on va dire que les items caractéristiques des rencontres d'Aix 2025 dépassent ceux de Davos. Rupture, violence et apaisement. Bon, regardez le dernier. Merci à vous 3 d'avoir été là. Patrick Artus, Jean-Hervé Lorenzi, Philippe Manière. On se retrouve demain à 9h.